Donc, là, c'est un autre point, un sujet qui, je dois l'avouer, moi, m'intéresse personnellement. J'allais dire, m'a beaucoup intéressé. Lorsque j'ai pensé à faire ce séminaire en ligne, évaluer la qualité de la recherche, pourquoi est-ce que ça m'a intéressé? Pourquoi est-ce que c'est intéressant? Parce que très souvent, on va parler de la qualité de la recherche. Et docteur Tanque l'a un peu dit hier en passant, on fait très mal la recherche ici au pays. Et moi aussi, je le dis assez souvent. Et c'est la réalité. La plupart des personnes sont d'accord pour le dire. Et c'est vraiment dommage qu'on en soit à cela. Mais si on regarde au fond, comment même on évalue la qualité et comment est-ce que je vais faire pour dire cette recherche est de bonne qualité, cette recherche est de mauvaise qualité? Est-ce que c'est même possible, à la limite, de faire une recherche de bonne qualité? Je suis convaincu qu'il y a peut-être certains là qui doivent se dire, mais vraiment là, ça fait beaucoup trop de choses. On ne peut pas s'en sortir. Chacun va seulement essayer de faire le moins mal possible, mais on va forcément faire mal. Mais je peux vous garantir que non, ce n'est pas le cas. Il faut juste bien comprendre comment est-ce qu'on évalue la qualité de la recherche, quels sont les éléments sur lesquels on se base pour évaluer la qualité de la recherche, et ça permettra en fait de suivre et d'améliorer le travail qu'on est en train de faire. D'abord, pourquoi est-ce que c'est important d'évaluer la qualité du travail de recherche? Là, on a cette petite image qui décrit comment est-ce que les décisions de santé doivent être prises. Evidence-informed decision making. Le principe à la base, c'est que les décisions doivent être prises sur la base des évidences, sur la base des preuves scientifiques qu'on a, qui nous amènent à prendre des décisions. Je crois que la plupart des personnes sont d'accord là-dessus. Par exemple, je ne peux pas décider d'administrer un traitement aux gens sans avoir la preuve que ça marche. Ça a fait beaucoup de tollé récemment concernant la COVID, lorsqu'il y a certains qui se permettaient de fabriquer un médicament dans leur chambre et de donner ça aux gens. La plupart des médecins étaient consternés, ils disent, mais non, il ne peut pas faire ça. Puis encore, quand ça venait d'un médecin, je préfère ne pas citer les noms. Et ce qu'on reprochait tous, c'était de dire, mais pourquoi il n'a pas fait la recherche? Pourquoi il n'a pas évalué ce qu'il est en train de faire? Donc, la recherche, c'est l'élément fondamental qui, en sciences ou en santé, va permettre de prendre la décision. C'est vrai qu'il y a d'autres choses qui vont rentrer en jeu, comme on peut voir sur cette image ici. Il faut voir quelles sont les ressources dont on dispose. Est-ce que la communauté préfère certaines ou d'autres actions? Et quelles sont les priorités du contexte où on est? Mais il faut qu'on ait la preuve dans la recherche. Et j'aime une phrase là, ce que vous banalisez aujourd'hui pourra être déterminant pour la vie d'un patient demain. Et quand je le dis, je pèse mes mots. Ayant un peu frotté certains patients qui participent à la prise de décision, figurez-vous par exemple que pour le port de masque pour la COVID, je préfère prendre un exemple concret comme ça pour qu'on se rende compte que ce n'est pas une imagination, mais c'est vraiment quelque chose qu'on utilise quotidiennement. Pour le port de masque, par exemple, le fait qu'on ait décidé à un moment donné de recommander le port de masque au Cameroun, même le masque en tissu, ça a été le résultat d'un travail de recherche d'un des patrons avec qui je travaille. C'est-à-dire, la question se pose, le ministre veut décider, est-ce que je mets le port de masque ou pas dans cette recommandation? Et puis, on appelle un chercheur, et tout ce qu'il a fait, c'était de prendre les travaux de recherche qui existaient sur le masque, même ce qui avait été fait sous forme de thèse ou d'article, etc. Maintenant, imaginez-vous que le gars qui avait fait ça à son époque avait mal fait, n'avait pas considéré les principes qu'il faut voir lorsqu'on fait un travail de recherche. En réalité, la plupart des Camerounais se seraient vus imposer une décision sur la base de quelque chose qui n'a pas de preuves scientifiques. Et ça peut être très grave. Et je peux vous garantir de ce que lorsqu'on veut prendre une décision en santé, la plupart des personnes vont regarder ce qu'on a publié. Donc, si vous publiez quelque chose qui est mal fait, dites-vous bien que vous allez influencer une décision avec ça et jusqu'à ce que la personne revienne sur sa décision, il y a des gens qui vont payer le prix. C'est pour ça que c'est important vraiment de regarder à la qualité. L'autre chose, c'est que
quand c'est mal fait, ce ne sera pas publié tout simplement. Ou même si c'est publié, comme on l'a vu hier, ça peut être retiré après. On a des articles, même de très haut niveau, qui sont publiés, mais après, parce que la qualité n'est pas bonne, parce que ce n'est pas bien fait, l'article est simplement retiré de la publication. Donc, c'est important de s'intéresser à ce qu'on fait. Maintenant, où est-ce qu'on en est actuellement en termes de qualité? Là, je pourrais faire des captures d'écran de certains articles que je pourrais partager avec vous, avec des données qui, moi, m'ont quasiment laissé la bouche ouverte. J'étais surpris de ce que j'ai vu. Cette phrase, par exemple, peut nous dire, il est estimé que 85% du financement, comme dans la recherche actuellement, c'est une perte d'argent. Soit parce que la question n'est pas appropriée, soit parce que le design n'est pas bon, soit parce que la mise en œuvre n'est pas bonne, soit parce que le outcome qu'on prend n'est pas bon, ou simplement parce que la publication qui est faite après n'est pas de bonne qualité. Et ça va jusqu'à 85% des travaux de recherche. L'idée derrière, c'est de dire, en réalité, la recherche qui est faite est de très mauvaise qualité de nos jours. Il y a beaucoup d'aspects de la qualité du travail de recherche qui ne sont pas considérés ou qui sont très mal pris en charge, qui sont très mal considérés, et ça aboutit à ce genre de résultats. Et je précise que ça, c'est la recherche à l'échelle internationale. Je suis convaincu que si on applique ça aux travaux de thèse et de mémoire qu'on fait à Yaoundé, peut-être qu'on va frôler les 95%. Malheureusement. Et pourtant, c'est sur des questions qui sont assez simples, avec des critères qui sont connus, qui sont bien définis et qu'on peut... Et là, c'est un autre extrait, toujours d'un autre article, qui évalue en fait la qualité des travaux de recherche sur un certain nombre de critères. Là, on a dans cette colonne les travaux de recherche qui ont été publiés. Et toutes les recherches, y compris celles qu'on a publiées dans les journaux classiques et les recherches qu'on n'a pas publiées. Et ils ont précisé là en bas, quand ils disent ça veut dire que moins de 1% des études ont satisfait ce critère-là. Quand ils disent comme c'est à 20%, ils disent une minorité, c'est qu'on a moins de la moitié qui satisfait ce critère. La majorité, c'est 50 à 80%. Et quand on dit comme c'est quand on approche les 90%. Dès qu'on a pour la qualité, c'est il faut bien qu'il y ait un problème à la base. Il faudrait qu'il y ait un problème que je veux résoudre à travers ce travail de recherche. Et on voit que si on prend l'ensemble des travaux de recherche qui sont faits, moins de 20% des travaux de recherche ont un problème à résoudre. J'allais dire un vrai problème de recherche à résoudre. Et ça traduit le fait que la qualité du travail qu'on va faire n'est pas bonne. Parce que si la recherche ne résout pas un problème, alors ce n'est pas un travail de recherche de qualité. Deuxième point, c'est adapter au contexte où on est en train de faire ce travail de recherche-là. On voit que l'ensemble des travaux, c'est uncommon, ça veut dire moins de 20% encore, ce qui montre que ce n'est pas vraiment considéré. Et je vais aller un peu vite là. L'élément qui est surtout pris en charge souvent, c'est la faisabilité. Et ça traduit vraiment l'approche qu'on peut voir même quand on discute avec les étudiants ou ceux qui font les mémoires, ainsi de suite. La plupart des personnes, quand il veut faire son travail, il va seulement se demander, est-ce que j'ai les patients sur qui je vais faire ce travail-là? Il va seulement se demander, est-ce que j'ai les fiches à remplir? Et parfois même, on va dans l'autre sens. Quelqu'un ayant fini de remplir ses dossiers, bon, il me faut faire un travail sur les dossiers. J'ai une série de 30 patients, je dois faire une étude sur ces patients-là. On se limite vraiment sur la faisabilité en oubliant ou en mettant de côté beaucoup d'autres points qui pourtant vont influencer la qualité du travail de recherche qu'on est en train de faire. Et il y a un autre élément là qui me semble intéressant aussi. Pour être de bonne qualité, un travail de recherche doit être transparent. Il faudrait que ce que je suis en train de dire, je puisse le dire à tout le monde exactement comme je l'ai fait. Mieux encore, que les données que j'ai obtenues puissent être disponibles pour tout le monde pour qu'on refasse la même analyse que moi. Et là, on se rend compte de quelque chose qui est très rare. Donc, dans ce cas, même dans moins de 1% des travaux de recherche qui sont publiés, qu'on peut reproduire.
Et c'est souvent parce que les gens n'ont pas envie de dire exactement ce qu'ils ont fait. Ou d'autres qui vont le dire vont se permettre de mentir, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Ou vont simplement très mal rapporter ce qu'ils ont fait réellement. Et c'est tout ça qui va altérer la qualité du travail de recherche. Et ça, ce n'est pas seulement pour les études épidémiologiques qu'on fait à l'échelle de la population. Même pour les revues systématiques, qui constituent le standard en termes de niveau de preuve, on a exactement les mêmes problèmes. Ça, c'est une phrase que j'ai également capturée qui dit « La plupart des revues systématiques, plus particulièrement celles qui vont évaluer l'efficacité des interventions, manquent d'évidence. » Ça veut dire, lorsqu'on regarde dans la méthode qui est utilisée, ce n'est pas très utile. Et une évaluation récente montre que seulement 3% des revues systématiques sont utiles lorsqu'on regarde la méthodologie et l'importance clinique de ces revues systématiques-là. Et il y a beaucoup de redondances qui sont faites. On va voir dans la suite des éléments qu'on utilise pour voir la qualité d'un travail de recherche. Mais on se rend compte qu'il y a tellement de travaux de recherche qui sont faits, mais qui sont de mauvaise qualité. Soit parce que la méthode n'est pas bonne, soit parce que ça ne sert à rien, ou simplement parce que c'est juste une reproduction de ce qui est déjà connu. Ça manque complètement d'originalité et ça concerne non seulement des études épidémiologiques, mais même les revues systématiques ont exactement ce même problème-là. Et c'est à se demander si on va s'en sortir dans cette affaire. Mais au fond, c'est donc quoi la qualité de la recherche quand on parle de la qualité? Il y a ce schéma qui peut avoir les complexes au départ, mais qui pour moi est vraiment intéressant. On va essayer de parcourir ces différents éléments et voir à quoi ça renvoie de manière concrète, de manière pratique, de telle sorte que chaque personne peut prendre un travail de recherche, par exemple celui qu'il est en train de faire, et évaluer si son travail est de bonne qualité ou pas, et évaluer si il ne fait pas partie des travaux inutiles dont on a parlé tout à l'heure. Donc, il y a cet algorithme qui se base d'abord sur 4 points: la crédibilité, la contribution de ce travail, la communication que je fais après mon travail et la concordance avec les différentes recommandations qui existent. C'est tout ça qui, à la fin, va constituer la qualité, la valeur du travail de recherche. Et je précise que dans la qualité du travail de recherche, il y a non seulement la valeur interne du travail lui-même, ce que la plupart des personnes voient a priori lorsqu'on parle de la qualité. Ça veut dire, est-ce que le design, il est bon? Est-ce que j'ai eu assez de participants? Est-ce que j'ai posé la bonne question, etc. Mais ça ne relève que d'un seul point de la qualité. À côté de ça, il y a d'autres éléments qu'on va voir dans la suite qui participent aussi de la qualité. Et donc, il faut avoir vraiment une vue globale, une vue générale lorsqu'on parle de la qualité du travail de recherche. Ça ne se limite pas à la valeur interne du travail que j'ai fait, mais il y a tous les autres aspects externes qui entrent là-dedans. Donc, premier point qui est le plus fréquent, le plus évalué, c'est la validité interne du travail que je fais. Est-ce que j'ai utilisé la bonne méthode scientifique en rapport avec cette question dans le contexte où je travaille? Ça veut dire quoi? Est-ce que pour la question de recherche que j'ai posée, le schéma d'étude que j'utilise est le meilleur possible pour ce travail-là, plus précisément dans le contexte que j'ai? On met le contexte parce qu'on sait qu'on peut avoir des ressources qui sont limitées, qui vont nous obliger à faire un type d'étude pour lequel on aurait pu faire mieux en réalité. Donc, est-ce que la méthode adoptée pour ce travail de recherche-là correspond à la question? Et ça va concerner pratiquement tous les aspects méthodologiques de la recherche. Et il va de soi que si les aspects méthodologiques ne sont pas bons, c'est clair que mon résultat à la fin ne sera pas bon et finalement ma recherche ne va servir à rien dans le contexte où je travaille. Par méthodologie, j'entends, je vais citer juste quelques éléments, le type d'étude que je fais, est-ce que ça correspond? La taille de l'échantillon que j'ai utilisé, est-ce que ça correspond? Les méthodes d'échantillonnage même que j'ai utilisées, est-ce que ça correspond?
les outils de collecte des données, est-ce que mon questionnaire était bien formulé? Est-ce qu'il pouvait m'aider à atteindre mes objectifs? Est-ce que la procédure que j'ai utilisée pour collecter les données, ça correspond à ce qu'il faut? Tout ça va refléter la validité interne de mon travail de recherche. Ensuite, on a la fiabilité du travail que j'ai fait. Ça renvoie à est-ce que ma méthode correspond à ce que j'ai fait, un peu la validité interne, mais surtout, est-ce que je l'ai décrit de manière reproductible? Parce que je peux avoir une bonne procédure que j'ai appliquée au labo, mais si je la décris mal, on ne peut pas refaire ce que j'ai fait. On ne peut même pas être sûr du résultat que j'ai produit. Imaginez-vous, je fais un travail sur la prévalence du diabète, je dis simplement, la glycémie des patients était collectée et nous avons eu 30% des patients atteints de diabète. Là, j'ai un problème parce que je n'ai pas dit dans quelles circonstances j'ai collecté les données sur la glycémie. Je n'ai pas dit avec quel appareil j'ai collecté. Je n'ai pas dit à quel moment de la journée j'ai collecté. Je n'ai pas dit quel était l'âge des personnes, etc. Donc, j'aurais mal décrit ma méthode. On ne peut pas refaire la même chose et ça va affecter la qualité globale de mon résultat de travail de recherche. Également, est-ce que mon travail de recherche est contextualisé? Est-ce que j'ai utilisé les données qui existaient avant moi et je les ai présentées de manière détaillée? Ça renvoie à l'originalité ou encore aux besoins qu'on a dans le contexte où je suis en train de travailler. Si je fais un travail de recherche qui ne tient pas compte de ce qui a déjà été fait dans le contexte où je suis, rassurez-vous, même si la validité interne est bonne, c'est une recherche de mauvaise qualité parce que ce n'est pas adapté au contexte dans lequel je suis en train de travailler. Et ça, c'est important à... Un autre point, c'est la cohérence, c'est-à-dire la relation logique que j'ai entre les nouvelles connaissances qui sont produites et ce qui est déjà connu. La science, c'est quelque chose de logique. Donc, on s'attend à ce que le résultat que je trouve dans mon travail de recherche puisse avoir une certaine explication logique, qu'il puisse avoir une certaine cohérence. Et la plupart même des vrais travaux de recherche, des travaux qui ont influencé, impacté la science et la santé, sont souvent partis d'une logique très basique et facile à comprendre par tout le monde. Hier, on a vu la vidéo de John Snow qui a fait son enquête sur le choléra. Et c'était avec une logique suffisamment simple et basique. Tous ceux qui ont eu la diarrhée et sont décédés ont certainement un point commun. Je vais chercher ce point commun-là. Ce n'est certainement pas l'air, par exemple, touche pas les poumons. Probablement, c'est ce qu'ils ont vu et ils s'en rendent compte que vraiment, il y avait un point de départ où la plupart des personnes avaient eu cette eau. Donc, je dois avoir une certaine cohérence logique dans l'hypothèse que je suis en train de faire, dans le résultat que je suis en train de travailler. Et ça va nous éviter de faire certains types d'analyses qu'on voit souvent, comme Dr Tanquin a pris l'exemple hier. Quelqu'un qui voit s'il y a une association entre l'âge et le sexe. C'est-à-dire, il veut savoir, est-ce que l'âge des patients a une association significative avec le sexe du patient? Ça ne sert à rien. Parce que ça manque totalement de logique, même dans la conception de ce travail-là. Et c'est tout ça qui va faire après de la recherche est de mauvaise qualité, parce que j'ai manqué de cohérence dans ma logique. Un autre élément qui définit la qualité du travail de recherche, c'est la transparence. Le fait de décrire les résultats que j'ai eus et de décrire la méthode que j'ai eue et de rendre disponible la base de données. Quand j'ai lu un article il y a quelque temps déjà, on disait la plupart des travaux de recherche publiés ne sont pas reproductibles. Ça concernait précisément l'analyse statistique. C'est-à-dire, on disait, sur 100 articles publiés, quand on prend la base de données de ces auteurs-là, moins de 30% des articles, on peut trouver les mêmes résultats que eux. Ça m'a piqué aux yeux, quoi. Je me dis, mais la moindre des choses devrait être qu'avec ta base de données, on trouve les mêmes résultats. Mais non, ce n'est pas le cas. Et ça traduit le fait que beaucoup d'analyses sont mal faites, beaucoup de choses sont faites à tâtons, on écrit ce qu'on a pu faire à gauche, à droite, etc. Et fin de course, on a des résultats qu'on ne peut pas retrouver même avec la même base de données.
Et la conséquence, c'est que la plupart des journaux, et ça, quand on me le disait il y a quelques années, je crois que c'est une utopie. J'ai soumis un article au journal Plus One il y a 2 semaines, et une des exigences, c'est qu'il faut que tu envoies la base de données. En fait, il y a ce qu'on appelle sur Internet des dataset repositories. Il y a des sites où tu vas envoyer ta base de données. C'est un peu comme des bases en ligne où on stocke les bases de données. Donc, tu mets ta base de données sur ce site-là, tu copies le lien et tu mets ça dans le journal pendant la soumission. Et j'imagine qu'ils vont au moins se faire l'analyse sur quelques résultats que tu as pour se rassurer au moins que ce que tu as là est reproductible. Et croyez-moi, c'est quelque chose qui manque beaucoup. Et à la fin, donc, il y a une conséquence sur la qualité du travail de recherche qui est fait. On a l'originalité. Je dois avoir quelque chose de nouveau. Et on l'a vu tout à l'heure, par rapport au problème qui est posé, la plupart des travaux de recherche n'apportent rien de nouveau en réalité. Donc, il faudrait se rassurer, lorsque je fais un travail de recherche, que la question n'a pas été posée sous cette forme-là dans le contexte où je travaille. Voilà. Et ça va permettre au moins de se dire que j'ai une certaine originalité. Ou alors la méthode de la procédure peut être originale, ou alors le résultat peut avoir un caractère nouveau. Ça renvoie vraiment au caractère nouveau de l'approche Finer qu'on a vu dans la présentation précédente. Également, la question de recherche que je pose doit être pertinente. Un travail de recherche qui n'est pas pertinent, qui n'a pas d'intérêt pour la cible, est un travail de mauvaise qualité. Par exemple, si je monte un projet de recherche aujourd'hui sur, je vais dire par exemple, la leishmaniose dans la région du centre Cameroun, c'est un travail de recherche qui ne sera pas intéressant parce que la population de la région du centre n'est pas intéressée par la leishmaniose. Il y a très peu de cas de leishmaniose qu'on va retrouver dans le centre. Et finalement, c'est une question qui n'intéresse pas la cible, qui ne va pas intéresser les décideurs parce que ce n'est pas un problème de santé publique, qui ne va pas intéresser la population. Et donc, à la fin, qui ne sera pas quelque chose d'intéressant. Et ça fait partie du gaspillage, de la perte de ressources qu'on va retrouver dans la recherche. Et à la fin, qui donne donc des recherches de mauvaise qualité. Le dernier point, également, c'est la généralisabilité. Un travail de recherche de qualité doit pouvoir être généralisable. Et ça concerne surtout la méthode d'échantillonnage que j'ai utilisée. Lorsque je fais un travail de recherche, comme celui que j'ai décrit dans la présentation précédente, sur la scabiose en communauté, si je pars me placer à l'hôpital et je reçois tous les patients qui arrivent et qui se grattent le corps, mon résultat ne sera pas généralisable parce que ça ne va concerner que ceux qui sont venus à l'hôpital. Or, ce que nous avons fait, par exemple, on a dû aller ménage par ménage pour voir les gens dans leur domicile et c'est là qu'on va collecter les données sur un échantillon qui peut représenter l'ensemble de la population. Donc, mon résultat à la fin peut être généralisé à l'ensemble de la population. Là encore, c'est un autre critère de qualité. Et un critère important aussi, c'est la communication. Je dois pouvoir communiquer mon travail de recherche de manière structurée, en respectant les principes, et dans un langage qui est compréhensible par la cible. Dans un langage qui est tel que ceux qui ont besoin de ce résultat de recherche-là puissent comprendre ce que j'ai dit et puissent s'en servir. Sinon, on reste dans la mauvaise qualité en termes de recherche. Ça va concerner non seulement son rapport de thèse ou de mémoire qu'on a fait, mais aussi l'article qu'on va publier à la fin de son travail de recherche. Le travail de recherche aussi doit être accessible et c'est pour ça qu'il y a une grosse communauté qui travaille pour rendre les articles accessibles à tout le monde. Parce que si on fait de la recherche et que les gens ne peuvent pas l'utiliser, ça affecte aussi la qualité. On doit pouvoir trouver ça facilement, donc soit sur Internet. C'est pour ça qu'on peut faire de plus en plus des publications en ligne. Parce que si je publie dans un journal papier et que c'est dans une bibliothèque, ce n'est pas facile à trouver, ce n'est pas accessible à tout le monde. Et enfin, une recherche de qualité doit respecter l'éthique, doit respecter la réglementation et doit être durable. En anglais, on parle de sustainability. Voilà. À peu près les éléments qui vont nous aider à
évaluer la qualité de la recherche. Et ce graphique au départ résume en fait tous ces éléments dont on a eu à évoquer. Vous allez voir que j'ai mis certains points en rouge qui, à mon avis, sont ceux qui sont les plus accessibles, au moins par ceux qui font la thèse ou qui font un mémoire. La validité interne, comme on l'a dit hier, il suffit de cliquer sur le bouton conseil de son cerveau et directement, je peux avoir suffisamment de conseils et de ressources pour assurer une bonne validité interne. La fiabilité, je dois pouvoir décrire la méthode telle que je l'ai fait. Même quand je rédige ma thèse, il faut avoir à l'esprit le fait que si je ne rédige pas bien la méthode que j'ai utilisée, à la fin, mon travail de recherche est de mauvaise qualité. En rouge également, on a l'originalité. Et ça, on ne le dira jamais assez. Il faut toujours se demander qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans mon travail de recherche, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans le travail de recherche que je suis en train de faire. Et la généralisabilité va renvoyer surtout à la méthode d'échantillonnage. Et ça dépend très souvent de celui qui fait son travail de recherche. Et je vous assure, c'est des choses qui sont accessibles et qui vont faire toute la différence après, lorsqu'on voudra publier son travail de recherche. Et je crois que le docteur Daouan nous en dira plus tout à l'heure. Et la communication de son travail, la capacité à rédiger, ça, c'est des aptitudes qui vont s'acquérir au fur et à mesure. Et là, j'ai donné les principes, les éléments, le contenu de ce qu'on va évaluer lorsqu'on veut dire la recherche est de bonne ou de mauvaise qualité. Mais il y a des organismes, il y a des groupes qui ont déjà codifié ces éléments-là. Il y a ceci, par exemple, GRADE. Bon, déjà, il faut dire qu'il y a beaucoup d'organismes, beaucoup d'outils d'évaluation de la qualité. Je crois des centaines au moins. Mais j'ai juste sélectionné quelques-uns pour montrer de manière pratique et concrète comment est-ce que ça peut se faire, comment est-ce qu'à la fin de ma thèse, je peux m'asseoir moi-même et évaluer si j'ai fait un travail de bonne qualité ou pas. Et GRADE, ça renvoie à Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation. À la base, c'est un outil qui permet de grader les recommandations, qui permet de classer les recommandations en fonction de leur niveau de pertinence. Est-ce que c'est vraiment une forte recommandation pour la pratique? Est-ce que c'est une recommandation moyenne? Ou alors est-ce que c'est une vraiment recommandation très faible qu'on ne doit pas considérer? Et ceci nous intéresse parce que la pertinence de la recommandation est directement liée à la pertinence de l'évidence qui a permis de la produire. C'est directement lié à la qualité du travail de recherche qui m'a permis de faire cette recommandation-là. Par exemple, on a recommandé de garder une distance de 1 mètre ou 1,5 mètre pour éviter la COVID. C'est sûr, un gars ne s'est pas levé le matin de sa chambre pour dire ça. Il s'est basé d'un travail de recherche pour le dire. Mais attention, si son travail de recherche est de mauvaise qualité, ça veut dire que la recommandation en elle-même n'est pas si forte que ça. Donc, GRADE, c'est une série de critères que certains experts ont définis pour dire si je veux évaluer un travail de recherche, je dois pouvoir le faire suivant ces critères et ça va impacter donc la pertinence de la recommandation après. Et ceci, le site internet, vous allez sur Internet, tapez GRADE, il y a carrément toute une formation en ligne pour voir comment faire cette évaluation-là. Mais là, j'ai juste pris une image qui résume les éléments qu'on va retrouver là-dedans. Et il faut dire que GRADE concerne surtout les études interventionnelles, parce que c'est souvent les études interventionnelles qui vont orienter les recommandations. Mais il y a également les études observationnelles qui peuvent être évaluées suivant cela. Le premier point, c'est de grader la qualité de l'évidence. Et là, on va déjà partir sur le type d'étude. C'est que de manière fondamentale, les essais contrôlés randomisés ont un bon niveau d'évidence à la base. Les études observationnelles ont un faible niveau d'évidence. Ça veut dire que les résultats que je sors de ça sont trop à risque d'avoir des biais, d'avoir des choses qui vont altérer la qualité du travail et qui, à la fin, vont donner quelque chose que je ne peux pas vraiment utiliser pour la prise de décision. Et quand on a déjà classé ces deux groupes, l'étape suivante maintenant, c'est est-ce que je vais diminuer ou je vais augmenter le nombre de points que j'ai pour cette étude-là? Ça veut dire quoi? Quand je prends un travail de recherche que je veux évaluer,
Si c'est des essais cliniques contrôlés randomisés, je pars sur la base que c'est de bonne qualité. Si c'est une étude observationnelle, je pars sur la base que c'est de mauvaise qualité. Maintenant, pour les essais cliniques, en fonction des éléments que j'ai dans cette case, je peux diminuer la qualité au fur et à mesure jusqu'à finir par me retrouver une étude de très mauvaise qualité. Tout comme pour l'étude observationnelle, je pars de mauvaise qualité, mais je peux augmenter au fur et à mesure jusqu'à atteindre quelque chose qui est de bonne qualité. C'est pour ça que vous voyez qu'on a LOA if les essais randomisés et if donc augmenter si on a ceci pour les études observationnelles surtout. Dans chaque étude, donc, on va évaluer une série de paramètres. On va évaluer le risque de biais. Parce que ce n'est pas parce qu'on dit essai clinique que ça veut dire que c'est forcément de bonne qualité. On va entrer maintenant dans la validité interne pour voir est-ce que tel que la personne a décrit sa méthode, il n'y avait pas un risque de biais. On va voir ici par exemple des éléments comme est-ce qu'on a gardé l'aveugle pendant la procédure? L'aveugle était appliqué sur qui? Est-ce qu'on a clairement défini le outcome au début? Est-ce qu'on a évalué le outcome au même moment chez tout le monde, etc. Donc, on va entrer dans la méthodologie même pour voir s'il y a un risque de biais ou pas. S'il y a un risque de biais, on va le grader également et on va pouvoir diminuer donc le niveau de pertinence de cette évidence-là. Deuxième chose, c'est l'inconsistance. En fait, c'est surtout la diversité des résultats qu'on observe. Si je fais un travail de recherche qui donne un certain résultat, et je me rends compte que les autres travaux de recherche sur la même question ont des résultats très différents de ce que moi j'ai obtenu, là, ça va commencer à remettre un peu en question la valeur qu'on doit donner à ce résultat que je viens d'apporter. Le manque de direction de résultat, c'est lorsque je fais un travail pour un objectif, mais à la fin, mon résultat, c'est un peu comme présenté à côté. Je prends un exemple. Quelqu'un qui fait une étude pour voir si la consommation de ginger, par exemple, influence la fonction diastolique. C'est-à-dire, c'est ça mon objectif. Est-ce que cette intervention influence la fonction diastolique? Mais à la fin, dans son résultat, on retrouve plutôt les résultats sur la fraction d'éjection ventriculaire, on retrouve les résultats, par exemple, sur le diamètre du septum interventriculaire, etc. Des choses qui ne renvoient pas directement à l'objectif pour lequel on est parti au départ. Et croyez-moi, c'est quelque chose qui est très fréquent. Ça également, ça va réduire la valeur qu'on donne à ce travail. Le manque de précision va surtout renvoyer à l'intervalle de confiance qui est très large. Donc, on manque de précision dans son résultat. Et ça, c'est très souvent le reflet d'une mauvaise taille de l'échantillon qu'on a utilisé. Et donc, un résultat qui finalement n'est pas précis et n'a pas toute la pertinence qu'il y a. Et il y a le biais de publication aussi, qui est surtout appliqué lorsqu'on fait des revues systématiques. Voilà, lorsqu'on a plusieurs études, on veut voir s'il y a eu un biais de publication ou pas. Et de l'autre côté, pour les études observationnelles, on va regarder est-ce que la taille de l'effet qu'on observe dans le résultat est très grande. Si la taille est grande, ça veut dire qu'il y a de fortes chances que ce soit une recherche de bonne qualité et que ça puisse donner de bonnes évidences. Mais on ne se limite pas à la taille de l'effet. On va aussi regarder est-ce qu'il y a des potentiels facteurs de confusion. Voilà. Et si ces éléments-là ne sont pas là, s'il n'y a pas de facteur de confusion, si l'effet est grand, si on a une relation dose et effet, ça va permettre d'augmenter la pertinence que j'ai pour ce travail et à la fin, donc, de la recommandation qui va ressortir de ce travail. Là, j'essaie d'expliquer un peu comme ça, mais c'est juste pour qu'on ait une idée, en fait, de comment est-ce que ça se passe en pratique lorsqu'on veut évaluer la qualité d'un travail de recherche. On a ces différents éléments qu'on va utiliser et à la fin, la classification grade. On va pouvoir dire c'est high evidence, moderate, low or very low evidence à la fin de cette évaluation-là. Voilà. Et c'est un peu ça, les éléments qu'on aura pour l'évaluation de la qualité du travail de recherche. Et pour finir, on va terminer sur ce point. Au-delà de la qualité du travail de recherche, comme on l'a dit, il y a un point qui me semble très important aussi, c'est la qualité du reporting, la qualité de présenter son résultat. Ça concerne surtout la rédaction des articles scientifiques, mais ça s'applique, je le crois aussi, exactement à tous les travaux de recherche qu'on fait. Parce que autant on l'a dit hier,
une mauvaise présentation PowerPoint altère la qualité du travail que j'ai fait, autant il faut le dire, une mauvaise rédaction scientifique, un travail de recherche bien fait, mais mal présenté, ne sert exactement à rien du tout. Et on l'a dit tout à l'heure, la communication, la capacité à communiquer son résultat, c'est un élément important pour évaluer la qualité du travail de recherche lui-même. Et là, on a ce site que j'ai trouvé une fois lorsque je cherchais des éléments sur les qualités de recherche. Un site où j'invite vraiment chacun d'entre nous à faire un tour, même sur son téléphone, dans un taxi en passant, parce que c'est un site qui est extrêmement riche. C'est un réseau mondial, Equator Network. On a l'adresse www.equatornetwork.org. C'est un site, un groupe de travail dont l'objectif est d'améliorer la qualité du travail, la qualité de la recherche en santé. Et ça inclut la qualité du report de travail de recherche. C'est un site où on a ce qu'on appelle les checklists. Pour chaque type d'étude qu'on fait, il y a un checklist qui nous permet de savoir si on a bien présenté le résultat. Et ce n'est pas la peine d'essayer de retenir. J'ai un peu encadré là pour que vous voyez. On a au total 145 checklists qui existent, qui ont été développés pour les différents types de travaux de recherche. Les plus connus, c'est par exemple Prisma pour les revues systématiques, c'est STROBE pour les études observationnelles, c'est CONSORT pour les essais cliniques, etc. Mais il faut se dire qu'il y a de nombreuses checklists et l'objectif n'est pas de retenir toutes ces checklists-là, mais de pouvoir simplement les utiliser lorsqu'on fait son travail de recherche pour voir est-ce que je respecte les normes qu'il faut pour décrire les résultats de mon travail de recherche. Et là, j'ai pris l'exemple de la checklist STROBE qui concerne les études observationnelles qu'on va juste parcourir un peu. J'ai fait quelques captures d'écran là pour qu'on voit en fait que les éléments dont on parle, ce sont des choses qui sont universelles, que la plupart des personnes sont d'accord pour le dire. Et nous aussi, si on veut faire la recherche de bonne qualité, il faut simplement s'aligner sur ces principes et après on a un résultat qui est tout à fait intéressant. Et dans les checklists en général, on a une série d'items. Comme j'ai dit, c'est surtout pour le report, pour les articles. On a une série d'items dans lesquels on va juste se rassurer que la personne a présenté ces éléments-là pour que, en disant, on puisse bien comprendre. Par exemple, dans le titre et dans l'abstract, on voit bien qu'il faut qu'il y ait le type d'étude, soit dans le titre, soit dans l'abstract. Et je précise juste là en passant, STROBE, c'est uniquement pour l'étude observationnelle. Donc ça, c'est les cas témoins, les cohortes et les études transversales. Pour les autres types d'études, ce sera complètement différent. Les éléments dont on a besoin seront totalement différents. C'est pour ça que, par exemple, ici, vous voyez, on n'a pas parlé de l'intervention, on n'a pas parlé de la comparaison ou du outcome. Si c'était la checklist pour les études interventionnelles, on aurait eu ces éléments-là directement dans le titre, absolument. Voilà. Après, dans l'introduction, il faut qu'on ait le contexte dans lequel l'étude a été faite. Et comme on l'a dit, une étude de bonne qualité doit se situer dans son contexte où il est fait. Je dois tenir compte des autres données qui existent déjà et avoir quelque chose de nouveau que je suis en train d'apporter. Et dans le type d'étude, ça renvoie maintenant à la validité interne du travail. Je dois donner le type d'étude que j'ai utilisé, le lieu de l'étude, la date où j'ai fait l'étude, la période de recrutement, c'était quoi l'exposition, comment j'ai collecté les données, le suivi, etc. Et on exige que je donne tous ces éléments-là lorsque je rédige mon article, parce qu'on sait que c'est tout ça qui va aider à évaluer si mon travail est de bonne qualité ou pas. Et l'utilisation qu'on peut en faire, c'est quand je veux concevoir mon étude, je m'arrange à faire ce qu'il y a de bien pour chacun de ces critères. Et jusqu'à la fin, quand je vais présenter mon résultat, certainement mon travail sera de bonne qualité. Voilà. Et on a quelques critères spécifiques pour l'étude de cohorte. Il faut donner les critères d'éligibilité, la méthode de sélection des patients, ça c'est les méthodes d'échantillonnage, les méthodes de suivi. Pour les cas témoins, il faut dire comment est-ce qu'on a sélectionné les cas, comment on a sélectionné les témoins, donner le ratio, la raison pour laquelle on a pris tel nombre de cas, tel nombre de témoins, etc. Ensuite, dans la présentation, toujours dans la méthode, il faut décrire clairement le outcome qu'on a utilisé.
À quel moment est-ce que j'ai évalué ce outcome-là? Quels sont les probables facteurs de confusion que j'aurais pu avoir dans mon étude? Ça, je dois pouvoir le dire moi-même et dire quelles sont les méthodes que j'ai utilisées pour contrôler ces facteurs de confusion et même pour l'ensemble des biais qu'on peut avoir dans son étude. Et on voit bien ici qu'on a un point qui est bien mis là en 10. Je dois dire comment j'ai obtenu la taille de l'échantillon. Et ça, on l'a suffisamment dit hier. Il n'est pas question de dire, j'ai fait un échantillon consécutif, j'ai pris ce que j'ai vu. On va manquer un point dans la qualité du travail de recherche qu'on est en train de faire. Et après, il faut décrire les méthodes statistiques qu'on a utilisées. Il faut dire si on a fait des analyses de sous-groupes, si on a considéré des interactions, si on a fait des analyses multivariées, etc. Tout ça doit être décrit et ça fait partie de la validité interne du travail qu'on fait. Maintenant, la présentation des résultats, ça renvoie surtout à la capacité à communiquer ce que j'ai fait. Je dois donner le nombre d'individus que j'ai eu à chaque étape, mais aussi je dois donner les caractéristiques de la population d'études, pouvoir le dire de manière succincte et de manière précise, telle qu'on va pouvoir bien comprendre ce que j'ai dit sans avoir besoin d'aller relire d'autres choses pour revenir et essayer de comprendre. Et je dois donner les éléments avec les paramètres statistiques qui correspondent à cela. C'est pour ça qu'on dit par exemple ici, il faut donner les estimations ou les paramètres non ajustés, ce qu'on va appeler les paramètres crus ou avant d'ajuster. Il faut donner les paramètres après ajustement et il faut donner l'intervalle de confiance à 95%. En fait, il faut donner la précision de son résultat. Ça fait que si je n'ai pas tout ça en tête à l'avance, je m'avance, je fais juste ce que je peux faire, à la fin, on va se rendre compte que le travail de recherche qu'on a fait n'était pas de bonne qualité. Également, pour la discussion, il faut pouvoir résumer ses résultats, donner ses limites soi-même, donner l'interprétation qu'on a de ces résultats et discuter de la généralisabilité. Est-ce que mon résultat que j'ai obtenu là, on peut l'appliquer dans d'autres contextes? Et ça renvoie à un élément de la qualité dont on a parlé plus tôt. Donc, on voit bien que lorsqu'on parle de qualité, ce n'est pas une vue de l'esprit, ce n'est pas un serpent de mer. C'est quelque chose qui a des critères bien définis, qu'il faut juste apprendre, qu'il faut juste avoir à l'esprit. Et chacun peut évaluer cela pour son propre travail de recherche. Et j'ai mis cette dernière diapositive. Thèse au mémoire de bonne qualité, est-ce que c'est un mythe ou est-ce que c'est vraiment une réalité possible? Est-ce que vraiment, lorsqu'on fait sa thèse, on peut faire quelque chose de bonne qualité? Ou alors est-ce que c'est vraiment une vue de l'esprit ou une imagination, vraiment, on passe le temps à bavader? À chacun de se faire sa réponse sur ce point. Voilà, je vous remercie pour